Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Bon, Madame Untermaier, je vous en prie, ne tombons pas dans les caricatures de Madame Panot. C'est un peu le problème d'ailleurs de décrire son texte avant d'avoir entendu l'intervention. Si je prends l'exemple des tentes, bon, tout le monde a la bonne conscience et il est très facile de faire de la politique avec la bonne conscience. Laisser des gens dans des tentes en plein hiver, le long de la mer, avec des passeurs qui les ont donc à disposition pour pouvoir leur faire traverser la Manche, ce n'est pas une politique humanitaire. C'est faussement faire de l'humanité. Nous relongeons depuis le 1er janvier 14 400 personnes. Il y a, au moment où je vous parle, Madame la députée, 250 places de libre à Calais et autour de Calais. Ils ne veulent pas y aller. Pourquoi ils ne veulent pas y aller? Parce qu'ils veulent aller en Angleterre. Donc aujourd'hui, nous avons des places libres, chauffées, des douches, des immeubles, des maisons. Plein de collectivités locales les accueillent. Dans ma ville de Tourcoing, 92 migrants sont aujourd'hui logés dans un hôtel que nous avons réquisitionné avec le préfet. C'est le cas de quasiment toutes les collectivités, me semble-t-il, des Hauts-de-France et parfois bien au-delà des Hauts-de-France. Mais l'un des problèmes, c'est qu'une très grande partie de ces personnes quittent immédiatement ou quasiment immédiatement les endroits logés où on leur propose d'asile. Mais madame, nous on le fait. Mais les associations elles-mêmes, y compris celles qui sont très contre l'État, proposent d'asile en France. Il n'y a pas un doute sur ce point. Mais ils veulent aller en Angleterre. Et si vous les laissez dans des tentes, d'abord l'hiver, c'est quand même moins bien avoué que le relogement proposé par l'État. Non, mais il faut les sortir de ces tentes pour les mettre dans des endroits chauffés où il n'y a pas d'agression sexuelle, où il n'y a pas de tentative d'homicide, où les bébés, quand ils ont des broncolites, on les met vraiment dans un endroit avec des pédiatres qui les suivent. C'est ce que fait l'État français aujourd'hui. On en a logé 14 400 depuis le 1er janvier. Le seul problème, c'est qu'une très grande majorité d'entre eux ne veulent pas être logés à Calais, à Marques, à Dunkerque ou à Tourcoing. Ils veulent aller en Angleterre. Et vous dites ce qui leur attend en Angleterre, mais ce qui les attend, c'est plutôt le bonheur. Ce qui les attend, c'est, contrairement à ce qu'ils ont vécu de l'Irak jusqu'à Calais, plutôt la réjouissance de retrouver les personnes qu'ils connaissent, de pouvoir travailler, d'avoir une vie de famille. Et personne ne peut leur en vouloir. Si nous les laissons dans des tentes à Calais, à Grande-Synthe et à Dunkerque, ce qu'a réussi à démanteler de façon très courageuse le gouvernement que vous souteniez, qui était Bernard Cazeneuve, et de manière générale tous ceux qui sont en responsabilité dans ce pays, non seulement ce n'est pas humanitaire, parce que vous avez des bébés qui meurent de froid, vous avez effectivement des tas de difficultés extrêmement difficiles, l'hiver comme l'été, dans des camps où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. Par ailleurs, et je ne parle même pas des riverains, bien évidemment, par ailleurs, vous les laissez comme une clientèle immédiate pour les passeurs. Parce que la première chose que doivent faire les passeurs, c'est de trouver des gens qui leur permettent de faire, c'est leur commerce, passage. Si vous les mettez dans des endroits protégés par l'État, avec des associations qui s'en occupent, avec des forces de police qui parfois les accompagnent et les gardent, avec des demandes d'asile et des gens qui expliquent le droit, les passeurs, on leur a retiré une grande partie de leur pain. Donc s'il vous plaît, arrêtons de dire que quand la police intervient pour retirer des tentes, elle fait des choses contre l'humanité. Elle est au contraire dans sa mission la plus protectrice des personnes. Et quiconque est allé sur place, c'est exactement ce sujet. Alors, pour les tentes lacérées, les policiers et les gendarmes ne l'ont jamais fait. Cette polémique, non mais je vous le dis, on est devant l'Assemblée nationale, c'est un point important, je me suis exprimé 3 fois dessus. J'ai publié la demande des préfets, justement, que les sociétés qui récupéraient les tentes, une fois que les camps ont été évacués, ils récupéraient les tentes, et de manière effectivement absolument pas acceptable, une société, je ne la citerai pas parce que la personne qui d'ailleurs s'en occupait a été licenciée, une société a retiré en lacérant les tentes pour les mettre ensuite à la benne, parce qu'on mettait ces tentes qui étaient largement, malheureusement, utilisées avec des gens en promiscuité, à la déchetterie. Voilà. Ce n'était pas les policiers gendarmes, il n'y avait pas de migrants à l'intérieur, et à la fin, ces tentes allaient, quoi qu'il arrive, à la déchetterie. Je comprends l'émotion de la société d'aujourd'hui, et donc j'ai demandé au préfet du Nord et du Pas-de-Calais d'inscrire clairement dans les appels d'offres désormais des sociétés de déchets, et de les rendre publics par une instruction particulière, qu'il n'y ait pas de lacération des tentes. On prendra désormais les tentes, on les mettra directement dans les déchets, sans effectivement les lacérer. Mais vous voyez, quand on fait des comparaisons, vous dites, Madame Panot, 96 millions d'euros pour... Mais on a dépensé 1,3 milliard pour le droit d'asile cette année. On a doublé le nombre de places, Madame Panot, de 50 000 en 2015 à 107 000 en 2020. Ça, c'est cette majorité. Et puis, de manière générale, c'est, je crois, votre travail. Votre problème, c'est quand vous faites la comparaison avec le ministère de l'Intérieur, vous êtes tellement persuadé de vouloir faire malheureusement de la polémique dans une séance qui me semblait-il constructive. Voilà, de dire, regardez, il y a le budget du ministère de l'Intérieur, effectivement, 24 millions pour l'aide
à l'hébergement, mais c'est surtout le ministère du Logement, madame. Il faut vous regarder tout le budget. C'est le ministère du Logement qui met énormément de crédits pour pouvoir accompagner les demandeurs d'asile. Donc il faut regarder en normal. J'imagine que c'est parce que vous n'avez pas eu le temps de regarder, c'est pas parce que vous avez eu envie, j'imagine, de faire de la polémique. Quant au repas, je veux dire, madame la députée, monsieur le député de Calais pourrait le dire ici, les repas, je les ai fait interdire effectivement en centre-ville à la demande des élus de Calais, parce que effectivement la distribution des repas en centre-ville générait énormément de difficultés. Un, pour les riverains. Deux, pour les migrants eux-mêmes, puisque justement les passeurs y trouvaient là une clientèle à quelques mètres, comme vous connaissez Calais, de la mer. Le tribunal administratif m'a donné raison et le Conseil d'État m'a donné raison. Et vous avez été verbalisé, madame, comme tous ceux qui sont contraires à la loi dans leur comportement. Donc n'y voyez pas de super pouvoir en étant parlementaire. On est chacun ici obligé d'être sous le coup de la loi et c'est une très bonne chose pour ceux qui nous écoutent. En revanche, il n'a jamais été interdit de distribuer des repas ou de l'eau. C'est ce que fait l'État tous les jours en dehors du centre-ville de Calais. Nous distribuons 2400 repas par jour. Ça a coûté aux contribuables 4 millions d'euros. Donc dans l'inhumanité que vous évoquez, madame, juste aimé que vous parliez des passeurs, mais manifestement, vous n'avez pas très envie d'attaquer les vrais criminels. Sans doute était-ce plus facile d'attaquer la politique. Une fois que j'ai mis ça de côté, évidemment, je veux répondre aux diverses questions qui m'ont été posées. Pour M. Dumont, moi j'entends votre question, et moi je ne suis pas défavorable, mais d'ailleurs c'est le cas aussi pour la France en général, pour tous ceux qui le souhaitent, que des demandes d'asile se fassent dans des pays tiers. Alors, la difficulté de vos propositions, c'est que si je fais ma demande d'asile, c'est que j'ai tendance à penser que mon pays me persécute. Il faut l'avouer. Donc on a du mal à se dire que dans un pays dont on est persécuté, qu'on va rentrer tranquillement au consulat d'un pays plus... Non, je vais essayer de répondre à votre question. Parce que comme je ne connais pas ni l'étendue de votre rapport, ni l'étendue des rapports que vous avez avec le rapporteur En Marche, je ne voudrais pas rentrer dans votre discussion. Mais j'essaie de dire ce que je pense, moi, être bon, et qu'importe qu'il propose. Donc, on pourrait se dire que on est persécuté dans un pays, on va au consulat de France, on va au consulat d'Allemagne, au consulat d'Angleterre, on demande l'asile. Bon, c'est difficile parce qu'on imagine bien qu'il y a un regard social, dictatorial qui peut s'exprimer. Il y a les consulats dans des pays de passage ou voisins du pays qu'on essaie de fuir. Bon, ça, moi je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. On peut imaginer, dans certains cas, notamment je pense ici aux réfugiés afghans, dont on sait qu'ils sont très nombreux dans des pays tout autour, en Turquie, en Iran, en Pakistan, qui puissent faire leur demande dans certains consulats. Alors c'est vrai pour l'Angleterre, ça peut être vrai pour d'autres, on peut réfléchir à ça. C'est possible. Voilà. Donc, après, il y a d'autres questions qui se posent. Comment on défend cette demande d'asile? Comment on rapatrie ensuite les personnes dans le pays d'origine? Est-ce que les opinions publiques acceptent qu'on rapatrie ces personnes dans le pays d'origine? Il y a des questions qui se posent. Mais je trouve que ce n'est pas en soi une idée qu'il faut écarter. Et si c'est le choix de l'Angleterre, je pense qu'il faut l'accompagner. Ce que demande la France, c'est qu'il n'y ait pas de bureau de demande d'asile en France, en revanche. Les Anglais n'ont pas à nous envoyer des agents britanniques à Calais pour dire on va faire une demande d'asile chez vous. Ça, c'est inacceptable. Et on ne le proposera jamais, évidemment. En revanche, on peut tout à fait imaginer que dans le traité international qu'on aurait avec nos amis britanniques, on dise vous avez envie de renvoyer des personnes que vous ne voulez plus sur votre sol. C'est votre droit le plus strict. Nous le demandons aussi. Et il y a une forme d'accord Dublin. Vous savez qu'on renvoie dans le pays voisin celui qui est arrivé récemment sur le territoire national. Bon. Nous, on n'aurait pas contre, mais d'un point de vue européen, l'idée de dire vous nous renvoyez des personnes qui seraient à retirer de votre pays parce que vous considérez qu'ils viennent de France en premier, ou ils viennent d'Allemagne, ou ils viennent des Pays-Bas, et en échange, vous prenez une autre personne qui va au regroupement familial ou qui veut pouvoir déposer une demande d'asile. On pourrait faire un pour un. On pourrait refaire une route migratoire avec la Grande-Bretagne de façon civilisée, organisée, respectueuse de tout le monde, faire un travail qui n'est pas un travail de passeur, mais un travail d'État à État, dans des conditions humanitaires tout à fait acceptables. On accepte que les Britanniques nous renvoient une personne, quand je dis nous, c'est l'Europe, et en échange, pour solde migratoire nul au moins, et comme ça au moins on mettrait fin à une forme d'attractivité, me semble-t-il, qui existe sur votre territoire, et bien on pourrait accompagner une personne pour aller en Angleterre et faire cette demande. Donc il y a à la fois votre proposition qu'il faudrait étudier, en tout cas que les Britanniques pourraient étudier, et il y a à la fois la possibilité d'une ouverture d'une route légale qui serait possible. En tout cas, ça fait partie des travaux qu'on a proposés au gouvernement britannique. Comment ils trouvent l'argent, pour répondre à la question de M. Ribérol? Bon, d'abord, c'est quelques milliers d'euros. C'est vrai que ça peut apparaître beaucoup, mais c'est parfois des années et des années, M. Ribérol. Pardon, M. Eliaou. Les masques, voilà. Non, mais vous ressemblez beaucoup, c'est ça le problème. Merci, Madame la Présidente. Non, mais d'abord, c'est quelques milliers d'euros. Il y a souvent parfois beaucoup de gens qui vendent tout pour pouvoir faire ce passage, puisqu'ils abandonnent tout dans leur pays. Ils vendent leur maison ou le peu qu'ils ont. Deuxièmement, parfois, il faut bien avouer
Monsieur Eliaou, qu'eux-mêmes parfois travaillent sur le chemin de la migration. Et parfois, il y a des entrepreneurs européens qui acceptent, ou ailleurs, qui acceptent de travailler au black pour justement payer ça. Parfois, eux-mêmes, et c'est bien le problème, font des actes de délinquance pour payer cette migration. C'est tout à fait possible. Pas tout le monde, mais c'est tout à fait possible. Parfois, eux-mêmes sont les complices des passeurs pour pouvoir se payer eux-mêmes leur passage. Donc vous avez une multitude d'explications pour trouver ces quelques milliers d'euros. Voilà. Évidemment, ce qu'on vous a donné, c'est un montant moyen. Et il y a parfois des choses un peu différentes. Il y a aussi malheureusement des passages moins chers, beaucoup plus compliqués, beaucoup plus difficiles et beaucoup plus tortueux. Mais on constate malheureusement que c'est quelques milliers d'euros. Bon. Alors, moi, j'évoque la question sur la feuille de route, la question de M. Ledoux sur la Belgique. C'est vous, je crois, qu'il posait, M. Ledoux, sur comment on travaille avec nos pays voisins. On est parfois embêté parce que l'humanité évoquée ici, elle est parfois la complice des passeurs. Il y a des associations qui payent, notamment en Italie, notamment en Belgique, des billets de train, des billets de bus pour aller là où ils veulent aller. Moi, je peux multiplier les exemples.